Bonjour à tous. Donc, pour démarrer cette conférence, je vais déjà poser quelques questions, parce que j'aimerais savoir qui vous êtes en fait. Et par rapport au thème qu'on va aborder, je suis un peu intrigué. Parmi le public rapidement, qui s'identifie comme développeur front? J'arrive à voir, sans besoin de lumière. Voilà. Grosso modo, on a... Ah, il y a une petite part. Parmi vous, qui connaît les concepts ou réalise des PWA? Ah, très intéressant. Très bien. Après, si on reprend parmi tout le public, qui s'identifie développeur back? Bien sûr, les full stack ont dû lever au moins 2 fois la main. Et parmi les développeurs back, qui a travaillé sur les concepts de machine learning? Très bien, très bien. Vous inquiétez pas pour ceux qui n'ont pas levé la main, on va pas aborder non plus des concepts trop lourds, je vais pas rentrer trop dans les détails, sinon il faudrait une conférence bien plus longue. Et pour ma part, donc je me présente, donc Benoît Mer, je suis ingénieur solution à Sphère. Donc ça fait 10 ans que je travaille dans l'informatique. Et à la base, j'ai démarré en tant qu'ingénieur géomatique, donc dans les systèmes d'information géographique. Et maintenant, j'évolue beaucoup plus autour d'applications interconnectées au service du cloud. Et avant de vous présenter en fait pleinement Chazart, le but étant de vous faire un retour d'expérience en fait. Je vais déjà rentrer un peu par de l'historique. Et le début de Chazart est en fait un POC qui s'appelle StreetArt. StreetArt, à la base, est né en 2018. Il est né d'un souhait d'utiliser un tout nouveau service à cette époque qui s'appelle AutoML, donc un service de Google sur GCP. Et l'idée était d'éprouver ce service-là. Donc AutoML est un service de machine learning assez facile, je dirais, d'accès. L'idée, c'est de vraiment, sans rentrer dans les grands concepts du machine learning, rendre possible et donner cet accès au grand public. Et l'idée, c'est qu'au sein de Sphère, il y avait quelques personnes intéressées et motivées aussi autour du street art, en fait. Et c'est posé la question, pourquoi pas faire une application autour du machine learning et de l'art. Donc à partir d'une œuvre, d'identifier l'artiste qui se cache derrière. Et là concrètement, cette œuvre-ci, si vous l'avez déjà vue sur le site internet, n'est pas une œuvre de Banksy. Elle est de Eddie Cola. On y reviendra un peu sur cet artiste, car il apparaît ailleurs. Et en particulier, donc vous avez également l'URL aujourd'hui de StreetArt qui est en accès. Donc les bases de cette application, dès le début, c'était, donc on va y revenir un peu plus tard sur la PWA, mais au niveau technique, donc c'est tout simplement l'utilisation du framework Angular au niveau de l'interface, et derrière, pour pas trop se complexifier, bien sûr, on est parti sur le maximum de services serverless, donc Firebase, et bien sûr AutoML. L'idée, c'est d'assembler cet ensemble, d'interconnecter ces différents services pour en sortir une application. L'idée au grand public est de simplifier au maximum son utilisation. Ça, c'était à ses débuts. Est arrivé fin 2018, un événement qui était le salon du retail, auquel Sphère était présent. Et pour ce salon, a été posée la question, mais pourquoi pas essayer d'utiliser StreetArt aussi sur un besoin d'identification des polos, des chemises, de l'habit qu'on porte en fait, à partir simplement de photos. Et à partir de cette idée, effectivement, a germé l'idée, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi généraliser l'application à n'importe quel besoin, et en gros d'appliquer StreetArt dans un autre domaine et très rapidement. Là, l'idée n'est restée qu'une simple idée à cette époque-là. Mais a quand même été réalisé EasyTouchArt à partir juste d'un tronc de StreetArt, en adaptant bien sûr des jours de développement pour adapter ce qui était fait, pour adapter aux besoins de EasyTouchArt. Et en 2009, on a gardé StreetArt, mais le temps est passé. Il y avait un besoin de remise à jour pour pas que l'application meure. Tout simplement, semblait être encore intéressante. On sentait qu'il y avait une utilisation plus tard. Donc,
On a engagé des travaux pour bien sûr mettre à jour les librairies, faire une migration d'Angular, engager des travaux de réflexion sur l'ergonomie, le design, vraiment moderniser l'application. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est des travaux qui sont lourds, qui ont pris un peu de temps. Mais durant cette phase en fait, de réflexion technique, est arrivé en fait le musée Mozart-Vauban. Donc Didier Girard, qui est un de nos dirigeants à Sphère, qui aime beaucoup le street art, s'est retrouvé en contact avec la directrice du musée Mozart-Vauban. Et la particularité de ce musée, qui se trouve à côté de Strasbourg, c'est que c'est un musée dédié aux street artistes. Au sein du musée, qui se trouve en fait dans l'architecture, enfin au sein du fort de type Vauban, se trouvent des dizaines de street artistes qui se trouvent au sein du fort, donc à l'intérieur vraiment du fort, et également dans les rues à proximité. Et de fait de cette discussion, a été proposé de pourquoi pas utiliser street art. Est-ce que street art ne pourrait pas être utilisé pour le musée Vauban? On a une PWA, on change notre bibliothèque de données et on va changer quelques logos et on va proposer l'application. Le problème qui est tout de suite apparu, et je pense que certains ont peut-être vu sur les photos, c'est qu'on se trouve dans un fort. Et fort veut dire des murs de plusieurs mètres d'épaisseur, pas de réseau. Mais quand je dis pas de réseau, c'est pas juste faible réseau, c'est pas de réseau. Donc comment gérer du machine learning où, grosso modo, on va devoir envoyer un certain nombre de requêtes à nos services back-end et obtenir une réponse quand même de probabilité sur l'artiste qui est identifié. Et pour réaliser cette problématique, on avait deux sujets. Déjà, traiter le moteur. Donc bien sûr, je vais le détailler, le moteur AutoML, comment le rendre utilisable sans le réseau. Deuxième sujet, on a un ensemble de services. Malgré les concepts de base de la PWA, qui a pour but d'être utilisé en faible réseau, avec bien sûr tous les concepts aussi de sécurité et autres, là, vu qu'on n'a pas de réseau, je l'aurais dit, il faut que tous les services soient accessibles. Alors, pour AutoML. AutoML, en fait, est de base utilisé donc, avec l'API, avec Vision, en mode API. Ça, c'était avant. Et du coup, à force de se renseigner, en fait, on s'est tout simplement rendu compte que AutoML, dans l'utilisation de ce service, vous pouvez avoir une deuxième possibilité. Au moment où vous allez entraîner votre modèle, donc bien après avoir fait le travail sur votre bibliothèque, avoir identifié toutes vos images, labellisé vos images, donc ça c'est un travail qui est fastidieux et long. Je vous recommande d'avoir, si vous travaillez sur ce cas-là, d'avoir des générateurs, pour simplifier, parce que quand vous allez travailler sur des milliers d'images, ce sera fastidieux. Et au moment d'entraîner votre modèle, en fait, vous avez le choix de soit d'aller l'exposer dans le cloud, donc d'utiliser vraiment le cloud de GCP et les services qui sont derrière, ou il existe une autre possibilité qui est de choisir le mode Edge. C'est-à-dire que vous allez pouvoir générer votre modèle, enfin GCP va vous générer votre modèle, à partir de ce modèle, vous allez pouvoir l'exporter selon différents formats. Vous avez des cibles pour de l'IoT, que ce soit du mobile, vraiment dédié mobile, mais également, et ça c'était notre cas qui nous a intéressé, c'était d'avoir un export en TensorFlow.js. Donc TensorFlow.js est une librairie JavaScript de machine learning, et là on s'est dit, mais c'est parfait pour notre cas. Et on a utilisé ce cas en générant le moteur sans savoir du tout les résultats. On y allait vraiment en mode, allons-y, on va voir la capacité. On est sur du offline, quel va être le poids de nos fichiers, quelle va être la performance, est-ce que nos résultats vont être totalement faussés? Concrètement, on ne savait pas. Mais on est allé dans l'utilisation, dans la mise en pratique, et on en a abouti à l'utilisation de TensorFlow.js. Pour utiliser le modèle, en gros, on est revenu aussi sur les mécaniques de PWA.
Alors, au sein de toutes les règles, de tout le concept de PWA, vous avez l'utilisation du service worker. Donc, le service worker, il faut le voir comme un proxy au niveau qui se trouve entre votre navigateur et votre serveur, tous vos services back-end. Il se trouve dans votre navigateur et ce service worker, ce système, va vous permettre d'intercepter les requêtes et de pouvoir les traiter selon différents cas. Vous allez avoir typiquement le cas où vous préférez prendre votre image, enfin votre résultat directement en cache, si vous n'avez pas de réseau, d'aller prendre la donnée en cache, et si cette donnée, vous ne l'avez pas encore en cache, d'aller la récupérer en online. Il existe aussi un autre cas qui va être de prendre la donnée également en cache, mais tout de suite, en même temps, d'aller récupérer la donnée également en online pour la mettre à jour. Donc, qui va vous permettre d'avoir des optimisations de performance sur les requêtes. L'idée vraiment derrière du Service Worker, c'est pour le concept de PWA de performance. C'est d'optimiser vos temps de réponse pour que quand vous avez votre utilisation de votre application web, car je rappelle, on est sur une application web à destination du mobile, le but étant que l'utilisateur, même là dans le cas de notre street art, dans le cas d'un scan, il ait des temps de réponse de quelques secondes. On ne cherche justement pas qu'il y ait une durée de plus de 10 secondes quasiment. Donc là, notre service worker répond parfaitement à notre besoin. Vu qu'on a eu notre modèle de données, notre modèle de machine learning, il a été exporté. Il se trouve dans notre cloud. Donc pour l'instant, il n'est pas en cache. Donc l'idée, en fait, c'est de le mettre dans un espace de stockage statique, tout simplement. Et au travers du service worker, en cas, quand on trouve le réseau, donc typiquement l'utilisation qu'on a dit aux utilisateurs dans le musée, à l'entrée du musée, vous activez l'application. Et au moment où vous allez activer l'application, vous avez du réseau. À ce moment-là, tout le système du service worker de mise en cache va s'enclencher. Et quand il va être dans le musée, n'ayant plus de réseau, toute l'application va utiliser le cache. Et de ce fait, on se retrouve à avoir une application pour la partie machine learning complète et utilisable dans le musée. Pour ce faire, donc bien sûr au niveau du service worker, donc là c'est un fichier, je l'ai réduit bien sûr, c'est les différents URL qu'on va indiquer. Donc là on est dans un cas assez pratique, vu qu'on a des URL statiques, on peut référencer tout simplement nos URL qui pointent vers notre modèle qui se trouve sur notre stockage dans le cloud. Là, on va utiliser des mécaniques qui sont au sein d'Angular, qui sont fournies avec Angular. On n'a pas de codage complémentaire à faire, c'est uniquement de la configuration au niveau d'Angular. Ensuite, la deuxième problématique, dont j'en parlais juste avant, c'est qu'on a des flux dynamiques. Pour vous donner un cas concret, la liste de nos artistes. Une fois qu'on a scanné effectivement une œuvre d'un artiste, bien sûr, on va chercher à fournir un ensemble de métadonnées associées à cet artiste pour le visiteur. Ces éléments de métadonnées sont dépendants et variabilisés en fonction de l'artiste. Et vu qu'on avait fait des développements de type même, je dirais, d'API, au niveau des URL, on va avoir des pass parameters ou query param qui vont évoluer. Et ça, au niveau d'Angular, on ne peut pas le faire. Dans notre cas, on a tenté de les insérer dans la config. Alors, je ne rentre pas dedans, mais au sein de la config d'Angular, on pourrait référencer des patterns URL. Mais dans notre cas, on ne se voyait pas de mettre un pattern. Et si demain, un nouvel artiste arrive ou qu'il y a du changement au niveau de cette liste d'artistes, qu'on se retrouve à devoir reconstruire l'application en entier, en intégralité, pour la redéployer. On voulait garder la capacité sur la liste des artistes de la mettre à jour sans que l'application soit redéployée. Donc, ce choix-là a été écarté. Et on est parti sur une autre idée, qui était de faire notre propre service worker. Et pour ce faire, donc au niveau d'Angular, vous définissez votre module service worker et vous référencez votre propre script qui définit votre service worker.
Et dans le script de définition de votre service worker, vous appelez le service worker qui est généré par Angular. Donc avec Angular PWA, vous avez un fichier à fournir que vous avez aperçu tout à l'heure, un JSON, et le fichier qui est ici, donc ngsw-worker.js, est un fichier généré au moment du build via Angular. Et de ce fait, vous avez un service worker customisable, où vous pouvez intégrer différents événements, tout en amenant tout ce qui a été fait en Angular, ce que vous fournit Angular également. Alors je vais rentrer un peu dans le code, et en même temps je bois un coup, parce que ça va être long. Donc, pour votre service worker, comment le définir? Première chose, vous allez avoir à définir l'interception en soi, donc au niveau de votre proxy, l'interception des événements d'appel. Donc, quand l'application va chercher à aller récupérer ces métadonnées sur des flux dynamiques, là, vous allez devoir dire non, je ne suis pas dans l'utilisation des URL, des flux statiques qui sont mis en cache par Angular, mais ce sont bien nos services à nous. Donc je vais aller appeler dans mon propre cache. Donc ça, ils doivent être définis le plus haut possible. Et également un événement d'activation. Et au moment de l'activation, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand le visiteur va arriver au niveau du musée, avant de rentrer dans le musée et de perdre le réseau, l'application, quand il va arriver dessus, va s'activer, va détecter qu'elle peut aller requêter sur le réseau et va construire ce cache en soi. Donc là, toute cette étape-là, c'est de construire le cache, sachant que pour être certain d'avoir des données à jour, on fait une première étape de suppression. Comme ça, on ne s'embête pas, on supprime l'ancien cache au cas où, et on est certain que s'il y a un nouveau réseau, on récupère bien les dernières images, les dernières informations. Et ensuite, on le recrée, on le re-remplit, je dirais, au niveau du cache. Et vous avez une deuxième section également d'interception d'événements, si vous voulez, qui se trouve à la fin, car toute la partie qui a été montrée, c'est que l'import de toutes les interceptions d'événements par la partie d'Angular se trouve plus haut. Donc vous avez soit au-dessus, vous pouvez travailler avant les événements d'Angular, l'interception faite par Angular, soit vous le faites à la fin. Donc c'est deux endroits différents sur le fetch. J'ai laissé un commentaire également au niveau de la documentation d'Angular. Il existe aussi une mécanique à partir d'un query parameter NGSW bypass qui permet, si on le souhaitait, dans un besoin particulier, justement de bypasser ce proxy et dans tous les cas que l'application aille chercher les informations en ligne et ne cherche pas à utiliser un cache et perdre du temps à faire certains calculs. Au niveau de notre premier événement, comment on a fait pour intercepter là, on est à l'étape où on va intercepter tous les flux au niveau de notre proxy. Donc, on a fait en sorte de n'intercepter que les patterns que l'on voulait, que les URL qui correspondaient à notre pattern dynamique propre. À partir de cette condition-là, on peut totalement aller récupérer l'ensemble des réponses qui se trouvent dans notre cache, donc correspondant à la requête qui a été demandée. Et bien sûr, le cas d'erreur, là, vu qu'on était sur un cas où on va retourner un ensemble de métadonnées et d'images, si on est dans un cas où l'image n'a pas été parfaitement mise en cache ou une erreur de réseau à un moment donné, on avait toujours une URL qui pointait vers une image qui, elle, est en cache par Angular. Donc, on est certain de l'avoir, celle-ci. Là, on en est à fin 2020. Fin 2020, on arrive donc avec une application PWA, avec un ensemble de services serverless qui sont utilisés, donc avec toute la partie Firebase pour le host, la base de données et également l'authentification, plus la partie également au sein de GCP qui est les Cloud Functions qu'on a réalisé et qu'on a totalement déconnecté de la partie AutoML par rapport à 2018.
Et l'ensemble de ces flux back sont traités pour que l'application puisse tourner en offline. Donc là, on en est arrivé à peu près sur toute l'histoire de StreetArt. Et à cette fin 2020, de devoir traiter, bien sûr toujours streetart.app, mais également Moza, en fait, qui était appelée l'application, est revenue l'idée de se dire, mais ça serait bien de la généraliser. Parce que le maintien commence à être compliqué, de devoir maintenir, je dirais, 2 branches de version avec un ensemble de paramètres divers et variés. Et la complexité était de plus en plus forte. Donc est venue la réflexion de Chazart qui est arrivé en termes de nommage et de se dire comment on peut généraliser et aller plus vite sur même la réalisation de l'application. Et on est parti de l'état qu'on avait 2 sections. On a une application front, application web, avec des logos, des informations par rapport à notre besoin, par rapport à l'utilisation. Et de l'autre côté, on va avoir un espace cloud GCP, avec en particulier AutoML. Et quand même, il y a toujours, même s'il est déconnecté de l'application via l'export en TensorFlow, on a un modèle qui est entraîné, dédié à un besoin. Donc comment rendre également ce modèle généralisé. Et là, du coup, on a fait un premier travail sur la partie front, qui a été de construire un moteur de génération, en gros, de partir d'un tronc, de pouvoir partir d'un tronc qui serait enlevé de toute information dédiée à un besoin, donc StreetArt, et d'y ajouter une image, de fournir une image, un fichier de paramétrage, je ne vais pas le cacher, suffisamment long, puisqu'il y a toutes les informations vers toutes les URL, des identifications, d'authentification, mais uniquement un fichier JSON. Et à partir de la librairie EJS, de remplir tous ces fichiers, donc fichiers HTML, fichiers JS, on a également, et également de générer des logos à différentes tailles pour la PWA. Donc on va avoir les logos de cache, les logos de notre site, mais également des logos au sein de l'application. Deuxième partie, donc également la partie AutoML. Donc partant toujours du principe qu'on ne veut pas rentrer dans des outils lourds, je dirais, mais surtout des outils les plus connus. Et étant quand même dans un espace très googlisé, on a pris le choix de partir sur un drive comme input pour les images. Donc on s'est dit, pourquoi pas à partir d'un Google Drive, avoir l'ensemble de nos images au sein de ce Google Drive, d'avoir un moteur qui nous permettrait d'aller générer notre modèle, donc de préparer l'espace GCP sur ces images, et également d'enclencher l'entraînement de notre modèle de machine learning. Tout simplement, oui. Et on l'a fait avec des scripts JS, pour se dire que on avait une techno. Que ça soit du front, c'est fait en JavaScript, nos Cloud Functions sont faits en JavaScript. Au lieu de repartir sur une autre techno, restons sur JavaScript sous Node. Donc on a développé ce moteur qui utilise les API de Google Drive pour récupérer l'ensemble des images. Le but étant, c'est de faire un download des images, les récupérer, pour AutoML, préparer un fichier CSV qui liste l'ensemble de nos images avec les labels, donc les étiquettes pour chaque image associée, et d'ensuite réutiliser les API GCP pour faire un upload au sein d'un bucket et d'appeler l'API Vision pour enclencher l'entraînement du modèle. Donc à partir de là, on se retrouve à avoir 2 composants. Un premier composant front qu'on peut adapter et un deuxième composant qui va permettre de gérer la partie machine learning. Et ayant 2 composants, l'idée c'était pas d'avoir 2 sections à gérer de manière distincte. On est parti avec la containerisation, le choix de la containerisation sous Docker, et de se dire on va construire une image où on regroupe les 2.
on rassemble les deux. Et l'idée aussi, l'avantage de la containerisation, c'est se dire, une personne installe Docker, elle fait son run de l'image et du run du conteneur pour préparer l'espace et déployer dans Firebase l'application. Mais également possible de déposer, de prendre l'image et d'aller la mettre dans un espace du cloud et de faire exécuter. Donc on est totalement déconnecté, sans lien avec notre espace local. On fournit tout, donc avec l'image, avec les librairies nécessaires et l'ordonnancement des actions à faire. Donc, ce qui donne un Dockerfile initial qui se base sur l'image Alpine, la plus légère possible. Le but pour la partie front, c'est d'aller récupérer un export de notre partie front, notre application qui est vierge de toute information. Et ensuite, une deuxième section où ici, on va y injecter tous nos scripts de génération, donc des deux moteurs. Réinjecter également, on va attendre un volume pour les logos qu'on va aller récupérer. Et également, dans ce volume, devront être fournis le fichier de paramétrage JSON et de fournir le paramétrage d'exécution, les scripts shell étant fournis dans l'image. L'exécution du conteneur va enclencher toutes les étapes. Et si vous lancez l'image telle qu'elle est, vous allez bloquer sur les 6 paramètres obligatoires. Donc je disais effectivement le nom du projet, le nom de l'application, et derrière ce fameux fichier JSON, l'ensemble des logos attendus. Donc on parlait du logo d'application, potentiellement un logo par rapport aux besoins, par rapport au métier, par rapport à un client, et également les logos de la PWA. Donc là, on se retrouve sur un projet avec comme entrée un Google Drive nécessaire, l'espace Firebase activé et un espace projet GCP également activé. Aujourd'hui, ce sont les prérequis pour l'application. Il n'est pas nécessaire aujourd'hui d'avoir des buckets déjà préparés, d'avoir une application je dirais, à déjà déployer, à déjà paramétrer. Non. Ce conteneur va s'occuper de gérer le reste. C'est notre souhait et ce vers quoi on est allé. Là, ici, vous avez du coup l'URL justement aujourd'hui qui est accessible, donc du MOSA, du musée MOSA, avec une œuvre de ménager. Et cette œuvre est également du coup sur le MOSA, au musée MOSA. Donc je vous recommande d'aller le visiter, hein, vous pourrez le voir. Et pour la petite partie également, Eddie Cola, l'artiste qui était présenté au tout début, est également présent au sein du musée. J'en arrive au point, je vois que j'ai avancé très très vite, bien plus vite que ce que je pensais. En gros, on ne l'a pas dit au début, mais la surprise est que tous ces projets-là a été mis en open source en fait. Le souhait, c'est de le donner à la communauté, de l'offrir en soi. Et qui sait, peut-être que vous avez d'autres besoins qui pourraient être intéressants, voire même de participer à ces éléments. Donc là aujourd'hui, ce sont 2 dépôts qui sont vierges. On est en train de finaliser la partie contribution, si jamais vous souhaitez intervenir. Mais l'ensemble du code source de ces 2 projets va être ouvert prochainement sur ces URL, sur ces dépôts. Et du coup, je ne peux que vous inciter à nous rejoindre sur ce projet open source quand il va ouvrir. Voilà. Merci beaucoup Benoît, puis merci pour cette surprise. On va passer au temps des questions-réponses. Oui, j'ai avancé bien plus vite que ce que je pensais. C'est pas grave, on a plus de temps comme ça. Est-ce que vous avez des questions pour Benoît? Hop, juste...
Merci beaucoup pour l'intervention. Moi, c'est une question semi-produit, semi-tech. En fait, si j'ai bien compris, les gens en rentrant dans le musée perdent le réseau Mm. et ils vont être capables de scanner avec leur téléphone portable une œuvre. Malgré le cache, vous ne savez pas à l'avance comment est-ce que la photo va être prise, avec la luminosité, le flou, etc. Totalement. Donc j'imagine que vous êtes obligé d'envoyer quand même quelque chose à l'extérieur pour qu'il y ait du machine learning qui vous réponde quelle est cette œuvre prise en photo. Comment est-ce que vous faites pour ne pas interagir avec l'extérieur puisque vous n'avez pas de réseau? Alors, on n'est pas rentré, effectivement, là, tout le but de la présentation, on n'est pas rentré dans les concepts poussés du machine learning. Là, il faudrait, je pense, avoir des vrais experts sur ce sujet-là qui pourraient te répondre vraiment sur l'optimisation des modèles. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que AutoML te fournit déjà un modèle qui est très intéressant. De tous les tests qu'on a fait, en fait, même une œuvre, si ton modèle de base a un certain nombre d'images assez conséquent, pour te donner Street Art, c'est 6000 images pour 15 artistes. Donc tu découpes et tu as à peu près par artiste combien d'images qu'on a fournies. Que ça soit pareil, en fait, le Moza. Et ce qu'on a alors la première fois que je tenais un retour d'expérience, effectivement, les premiers tests sur le Moza, où là il y a une complexité avec les murs et on a des œuvres qui sont vraiment placées à des endroits un peu particuliers, ça faussait un peu le résultat. Mais on avait une identification. Même si tu prends des toutes petites œuvres des fois et que l'utilisateur, le visiteur va prendre, lui il a un téléphone grand écran, enfin large au niveau de l'appareil photo, il va quand même détecter. Tu vas avoir une probabilité qui va descendre peut-être à 30%. Pas très intéressant, mais il va apparaître, l'artiste en question va apparaître et potentiellement tu as d'autres artistes. Ce qu'on a fait pour optimiser, on a fait quand même un travail d'optimisation, c'est qu'on a demandé à la directrice de prendre les photos sous tous les angles possibles pour une même œuvre. Donc c'est-à-dire de prendre, que ça soit par la gauche, par la droite, avec un angle au-dessus, et potentiellement toutes les positions possibles de la part d'un visiteur. Vu qu'on est en intérieur, on n'a pas de problème de météo. Donc en termes de luminosité, on est quasi certain d'être toujours sur la même luminosité. Ça a été un plus pour nous, au niveau des œuvres en intérieur. Et à partir de là, de pousser pour un artiste quasiment plus de 100-150 images, a fait qu'on a atteint des 70, 80, 90% de probabilité, quelle que soit la photo dans la position qui a été prise. Après, voilà, ce que je te dis, je ne suis pas expert de machine learning, je ne me présente pas du tout comme ça. AutoML le fait pour nous, on est rentré un peu dans les concepts. Si on veut vraiment rentrer l'optimisation, il faudrait se renseigner vers d'autres outils ou vers un expert. Je peux que te recommander là-dessus. Une autre question? Ah, deux. Oh là là. Qui a levé la main en premier? Bonsoir. Merci pour la présentation. J'entends pas très bien. C'est bon là. Bonsoir, oui. Donc merci pour la présentation, c'était très intéressant. Première question. Les visiteurs doivent ouvrir l'application avant d'entrer dans le musée pour remplir le cache de l'application. Donc ça prend combien de temps pour remplir le cache? Qu'est-ce qui se passe si le cache n'a pas été rempli dans la totalité avant que le visiteur entre dans le musée et qu'il perde le réseau? Alors si je reprends, si j'ai bien entendu, parce que j'ai un doute, c'est la question, c'est autour si jamais il y a une rupture du réseau avant l'installation en soi complète du service worker, l'activation, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Très bien. Effectivement, ce problème-là peut apparaître. Là, on n'avait pas de solution concrète, à part de recommander de bien indiquer aux visiteurs, de prendre le temps d'indication. La chose qu'on a faite tout de même, c'est que tu as un événement de fin d'activation au niveau de ton service worker. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un indicateur de chargement en haut, un léger liseré, permettant quand même d'aider l'utilisateur, le visiteur, de se dire « Ah, j'ai encore quelque chose qui est en train de tourner ». Parce qu'effectivement, le service worker travaille de manière totalement cachée par rapport à ton utilisation de l'application. Dès que tu arrives sur le site, tu pourrais aller sur des liens, alors que le service worker derrière est en train de tourner et de récupérer ton cache. Après, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, le modèle, qui est l'élément le plus lourd, représente quelques mégaoctets finalement d'informations. Donc on s'attendait, pour pas te le cacher, je m'attendais à avoir 1 giga de données pour le premier coup. Et ce n'est pas le cas. Le modèle TensorFlow est finalement très léger et nous a surpris et très intéressant. On n'a pas perdu non plus sur les performances entre appeler l'API
ou appeler directement cache le modèle TensorFlow. Ok, et du coup, une deuxième question, donc c'est par rapport au modèle en lui-même. Donc, je suppose que vous avez des photos des œuvres. Et donc, quand on prend une photo qu'on envoie dans l'application, on va pouvoir identifier, donc cette œuvre, c'est de tel artiste. Maintenant, il va probablement se poser un problème quand l'artiste va changer sa façon de faire ses œuvres. Parce que je suppose que le modèle va se baser, il va extraire des caractéristiques de l'image, voilà, ça ressemble plus à une œuvre de tel artiste plutôt que de tel autre. Mais si à un moment donné, l'artiste lui-même, il change sa façon de faire ses œuvres du tout au tout, bah là, il y aura un problème, n'est-ce pas? C'est, je dirais, enfin, moi je vois d'une vision basique du machine learning, mais en termes de concept, effectivement, si ton artiste, ses traits, sa façon de faire évolue, ton modèle, tu dois le régénérer. C'est ce qui nous est arrivé sur un artiste. Il avait deux façons de dessiner et on a eu sur la première génération qu'un seul des deux modèles. On a demandé à avoir beaucoup plus de photos du deuxième modèle pour avoir un résultat intéressant et à la fin. Ouais, bonjour, merci pour la présentation. TensorFlow, c'est vraiment cool à utiliser en tout cas. Petite question, vous avez une brique sur Firebase. Vous avez utilisé d'autres utilities qui sont présentes par Firebase? On a utilisé uniquement la partie hosting, donc exposition de la partie web. Comme ça, pas besoin d'aller gérer ailleurs le site. Alors que je te dise pas de bêtises, entre le database, pas le data store. Il me semble qu'il y en a un troisième. La partie authentification au sein de Firebase. Et le référencement, vu qu'on a des liens de partage, effectivement le référencement par rapport à Facebook ou Twitter, si les gens veulent partager la photo qu'ils ont prise. Voilà, grosso modo, l'utilisation qu'on a fait. On n'est pas non plus allé très loin dans les concepts autour. Oui, bonjour. J'ai une petite question sur le passage à l'échelle du use case qui n'est pas dans le musée, mais qui serait éventuellement dans la rue à Londres, à Berlin. Oui. Est-ce que vous avez prévu d'intégrer un système de recommandation ou d'ajout d'autres photos et de validation, un peu comme c'est fait pour Plantet, par exemple, pour le Shazam des photos d'arbres ou de fleurs? Alors très bonne question, parce qu'en fait, tu en viens à une feature qui est en soi dans le backlog, sur laquelle je réfléchis encore. En gros, on a l'idée effectivement, et même je crois que sur StreetArt App, il y a une icône qui apparaît, mais qui pour l'instant n'a pas de fonctionnalité derrière pleine. C'est de pouvoir donner la capacité à l'utilisateur d'indiquer oui, mon résultat est bon, oui, non, mon résultat n'est pas bon. Et à partir de cet indicateur-là, pour être intéressant de se dire, je reprends l'image, je la remets dans l'ensemble de ma bibliothèque de mon modèle, et je réentraîne mon modèle à partir de ça. Et ça, c'est effectivement la réflexion. Le problème qui se passe, c'est que ton modèle met minimum 6 heures, il faut compter minimum 6 heures d'entraînement. Donc tu ne peux pas te permettre à chaque scan de photo, je réentraîne mon modèle. Donc là, il faudrait limite avoir un système, peut-être de se dire, allez, une fois par semaine, j'enclenche de manière sur des heures déconnectées, et encore que, vu qu'aujourd'hui, maintenant, notre modèle est totalement déconnecté de notre application, de se dire, on peut enclencher un moteur qui réentraîne notre modèle, on le re-exporte, et on écrase plus ou moins, ou on indique qu'il a été mis à jour au système. Voilà. Ça, c'est l'idée qui émerge en ce moment. S'il y en a qui veulent nous donner un coup de main, voilà, et à réaliser, je suis ouvert. Justement, j'avais la même question, notamment avec PlanteNet, et je me demandais si on est aussi en déconnecté. Est-ce que vous avez prévu un système de queue ou quelque chose pour toutes les requêtes à renvoyer au modèle sans réseau, à les renvoyer une fois qu'on a du réseau? Alors pour ça, on utilise au niveau du service worker, en particulier on avait la réflexion d'enregistrer. Alors, il y a eu un cas, pour te présenter, le cas de dire on enregistre les données dans le back-end. Sauf qu'on n'a pas voulu on a voulu se dire, on veut surtout pas gérer les données par rapport au RGPD, à l'identification des gens. Ah ouais, mais potentiellement quelqu'un qui va nous revenir va nous dire, ah ouais, mais vous avez mon adresse mail potentiellement qui est référencée par rapport à cette photo prise, parce que tu dois savoir qui a pris la photo. Donc du coup, on s'est enlevé de ça. En gros, si vous voulez enregistrer la photo que vous avez prise, en gros, vous êtes proposé de télécharger la photo depuis votre téléphone, tout simplement. Après,
pourrait être utilisé, et la réflexion est faite, le sync au niveau de ton service worker. Et cette action-là, grosso modo, c'est justement en cas de récupération de ton réseau, de détection de récupération de ton réseau, d'enclencher un processus. Donc ça pourrait être totalement l'utilisation de se dire la personne a navigué dans le musée, a fait des photos, et elle sort du musée, elle récupère le réseau, hop, on renvoie les informations au niveau de nos back-ends pour réenclencher d'autres processus. Et là, il faut utiliser le service worker. C'est ton service worker qui va pouvoir gérer ça. Aujourd'hui, la complexité de cet événement, c'est qu'il n'est pas reconnu, alors à l'époque, parce que je n'ai pas regardé là récemment, n'était reconnu que Chrome et il me semble Firefox. Safari, à cause d'iOS, ne pousse pas trop sur ces choses-là. Je ne rentrerai pas sur le sujet, je pense que certains ont des informations. Mais voilà, c'est une réelle complexité au niveau des PWA sur tout ce qui est iOS. Mais sur Chrome et Firefox, on a le sync qui pourrait être réalisé. Merci beaucoup Benoît pour cette Merci à vous. intervention. On peut l'applaudir ?